Bonjour, donc on va poursuivre en espérant que ceux qui sont en pause reviennent pour qu'on puisse fermer les portes. Donc on va poursuivre avec ce regard croisé, oser la transversalité. Alors on rappelle juste un petit peu, donc il y aura 3 conférenciers, chaque conférence de 20 minutes. On va faire 5 minutes de questions après chaque conférence et après on propose que tous les conférenciers se retrouvent avec nous là-haut pour faire encore un petit quart d'heure de débat, questions entre les 3 conférences. Voilà, donc une session avec 3 interventions, dont la dernière en binôme et la première qui est intitulée « Oser le transfert des compétences d'un champ à l'autre » et va être réalisée par le professeur Géraldine Rix, directrice du laboratoire Acté, Université d'Auvergne, Clermont-Ferrand, voilà, et qui, vous allez voir, mène ses recherches, je sais, sur l'anthropologie cognitive, et puis elle a quelque chose qui la concerne sur l'arbitrage sportif. Ça, c'est préparatoire de juin 2018, voilà. Ça. Mais 2024, voilà, et donc 2018, ouais, 2023. Et puis en permanence, voilà. Donc parole à vous. Merci en tout cas pour cette communication. Merci à vous de l'invitation. Et puis, n'hésitez pas à me gendarmer, parce que quand je suis partie, je peux parler peut-être un peu trop longtemps. Bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous. Je vais juste dire quelques mots. Alors effectivement, donc je suis professeure des universités en STAPS, donc je suis très étrangère et j'espère que je ne vais pas trop être exotique. Je dirige le laboratoire Acté, activité, transmission, connaissance, éducation, dans l'autre sens, connaissance, transmission, éducation, pardon. Et je dirige aussi une fondation partenariale qui s'appelle le PERF Arbitrage. Et vous allez voir, mon propos va essayer d'articuler à la fois ce qui se fait au niveau du laboratoire et en termes de transmission des connaissances et la spécificité de l'arbitrage sportif. Pour me positionner par rapport à ce que disait Mark Nadjons tout à l'heure, je suis une extrémiste. Donc, du point de vue de la cognition, je m'inscris très clairement dans de la cognition située et incarnée. Et je vais essayer de vous montrer à partir de là comment on essaie de penser la question de la formation dans un champ que je connais un petit peu, qui est l'arbitrage. Et puis, voir comment ce champ-là, alors qui quelquefois est mobilisé, le sport, l'arbitrage, de manière un peu anecdotique dans d'autres champs, je vais essayer de voir avec vous, et j'ai besoin de votre aide, pour voir si ce champ-là, on peut le mobiliser de manière un peu plus précise, un peu plus fine, j'ai envie de dire, pour essayer de jouer de la transversalité. Alors, donc, premier élément qu'il faut préciser, c'est qu'au niveau du laboratoire Acté, on a 2 axes de recherche qui sont assez forts. Le premier, il est sur la conception et l'évaluation de dispositifs à la fois d'intervention et de formation, et un autre qui est sur le développement professionnel. Et ce qui fait un peu la spécificité du laboratoire, dans laquelle évidemment je m'inscris, c'est qu'on va essayer d'étudier l'activité dans un contexte quotidien, ordinaire. Donc c'est à la fois l'activité professionnelle visée. Alors c'est quelquefois des enseignants, ça peut être des arbitres, ça peut être des foreurs pour Airbus qui font des trous dans les avions. Donc on est vraiment sur des champs multiples, vous le verrez tout à l'heure. Mais tous, on s'intéresse à qu'est-ce qui organise l'activité effective en contexte. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir produire des dispositifs de formation. L'idée, dans ce cas-là, c'est de dépasser ce qu'on pourrait appeler une description de la tâche. Donc, c'est pas seulement comment un arbitre il se donne la possibilité d'appliquer des règles, un enseignant il veut transmettre des connaissances, développer des compétences ou des capacités, etc. On est vraiment sur dépasser ces éléments-là et dépasser aussi ce qu'on pourrait appeler une sorte de théorie indigène. Parce que dès l'instant qu'on rentre dans une activité, dans une pratique, pardon, dans un métier, on a un certain nombre de règles qu'on se donne, qu'on se rappelle, qui organise un certain nombre de choses dans l'activité, mais pas tout. Donc l'idée, c'est d'aller plus auprès et d'approcher vraiment ce qu'éprouve la personne au moment même où elle agit. Et pour quoi faire? Parce que approcher l'éprouver, c'est intéressant, mais si on ne sait pas quoi en faire, c'est un peu embêtant. Pour essayer de comprendre quels sont les déterminants cognitifs, sensibles, qui vraiment organisent l'activité. Alors, l'idée ensuite, dans les dispositifs de formation qu'on développe, c'est d'essayer vraiment de voir comment cette
ce qu'on pourrait appeler une constitution d'expérience, parce qu'on va changer de nature de connaissances. Quand on est en contexte dans l'activité, les connaissances, elles sont d'abord agiles, elles sont incarnées, et du moment qu'il va falloir les verbaliser, on va pouvoir les transformer, et cette transformation-là, on va constituer une expérience, on va conscientiser un certain nombre d'éléments, pas tous, et en conscientisant, on va construire une expérience qui va être après beaucoup plus manipulable parce que verbalisée. Et l'idée, c'est que cette formalisation de l'expérience, cette constitution de l'expérience, c'est un vrai outil, alors d'abord d'auto-formation, parce que ça génère de la réflexivité, mais c'est aussi un support à la fois de partage de gestes professionnels et aussi de mise en débat par rapport à des dilemmes de l'activité. Tout à l'heure, on disait qu'il peut y avoir un débat entre ce qu'impose l'environnement et le sujet. On s'aperçoit aussi que dans certains cadres professionnels, dans beaucoup de cadres professionnels, ce qui peut organiser l'activité, c'est un dilemme, mais qui est propre au sujet, c'est-à-dire que c'est les normes qui prend en charge. Mais il faut faire vite et bien, ça tout le monde le sait. Et en même temps, ça organise le fait que je suis en tension par rapport à ces deux critères qui sont peut-être aussi importants pour moi, ou l'un devient plus important que l'autre, mais dans certains contextes. Donc l'idée, c'est de pouvoir mettre en débat ces types de dilemmes professionnels. Alors, il faut que j'ai entre l'ordinateur et ça. Voilà. Donc, juste quelques exemples. Alors, ce n'est pas des productions qui sont les miennes, mais vraiment, c'est essayer de vous montrer ce qui se fait au niveau du laboratoire. Il y a 3 plateformes que j'essaie de vous montrer là. 2 qui sont très disponibles et peut-être connues d'un certain nombre d'entre vous, qui s'appellent Néopass Action et Néopass Sup, qui sont sous la direction scientifique de Luc Ria, qui est professeur au laboratoire Acté et à l'AENS de Lyon. Et puis une plateforme plus spécifique qui est dédiée à la formation des intervenants en EPS, éducation physique et sportive, qui a été développée notamment par Lionel Roche et Nathalie Galpetifo. Et juste, je précise ça, pourquoi ? Parce que la constitution que je donnais tout à l'heure, ces éléments-là, ils nous aident à construire des dispositifs. Mais l'idée à chaque fois, c'est d'essayer de voir comment les apprenants, face à ces dispositifs-là, face à une description fine de l'activité, face à une constitution d'expérience de l'autre, c'est-à-dire d'essayer de comprendre qu'est-ce qui l'organise lui, ici et maintenant, comment on peut s'en servir en formation, et comment à partir de là, on est en mesure, en tout cas de susciter, des changements de centration. Il y a des éléments qui deviennent saillants. Les jeunes, par exemple, sur la plateforme formée à l'intervention en EPS, ils deviennent d'une centration sur leurs propres émotions et la gestion de classe à une ouverture sur les contenus. Parce que la première chose, c'est, et on ne leur l'apprend pas vraiment finalement à l'université, c'est comment on peut gérer ce groupe. Donc il y a vraiment l'idée de partir, et c'est aussi ça, mettre le réel, ramener le réel en formation, c'est le réel de l'activité du professionnel en situation quotidienne, mais en même temps se préoccuper de l'activité effective de l'apprenant face aux différents dispositifs. Et là, il y a 2 thèses de laboratoire qui ont été soutenues, notamment celle de Simon Flandin et celle de Lionel Roche, qui sera bientôt soutenue sur ces thématiques-là. Alors, aujourd'hui, je ne viens pas vous parler d'enseignement, mais pour essayer d'introduire un peu plus mon propos sur la transférabilité, d'abord vous dire qu'au laboratoire, je l'ai un peu évoqué, j'ai pris quelques photos pour illustrer, mais on travaille autant sur des contextes de classe, moi je travaille en particulier sur l'arbitrage sportif, sur la manière dont on peut aider les personnes à se faire dépister au niveau du cancer du sein, c'est-à-dire comment on peut comprendre la manière dont les personnes fonctionnent par rapport à leur santé, comment on peut impulser une démarche vers le dépistage, et c'était les foreurs de chez Airbus que j'évoquais tout à l'heure qui sont là en photo. À partir de toutes ces singularités-là, vous comprenez bien que pour faire laboratoire, il faut qu'on trouve des problématiques qui sont communes. Et ces problématiques communes, elles nous unissent dans la construction de modèles sur la question de l'apprentissage, sur la question de l'activité, du développement professionnel, et en essayant de dépasser les spécificités des pratiques. Alors, ce n'est pas de ça dont je veux parler aujourd'hui, parce que ça, finalement, c'est un travail scientifique qui part de la singularité vers une généricité et des résultats qui dépassent le terrain. Mais mon questionnement d'aujourd'hui, c'est de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas, et là, on est un peu au milieu du gué, on est en train, donc j'aimerais bien avoir vos remarques là-dessus, est-ce qu'on ne peut pas voir comment, en mobilisant en formation des dispositifs, un peu comme ceux que je vous ai montrés tout à l'heure, c'est-à-dire qui mettent au centre l'activité effective,
la constitution de l'expérience d'un acteur, mais cette fois-ci, pas de le représenter à un acteur du même champ ou du même métier, mais d'essayer de le présenter à un acteur en formation qui n'exerce pas le même métier, mais par contre qui exerce dans un genre d'activité qui serait du même ordre. Donc, je ne vais peut-être pas vous parler vraiment de transfert de compétences d'un champ à un autre, mais plutôt de quelles sont les conditions de pertinence de la mobilisation, finalement, d'une analyse de l'activité dans un champ qui est, par exemple, le champ de l'arbitrage sportif, dans d'autres champs. Alors, on a essayé de le mener sur l'enseignement, et la question, c'est est-ce qu'on pourrait le mener vis-à-vis des enseignants que vous êtes sur tous les soins d'urgence et de diffusion, notamment en urgence. Je vais y revenir là-dessus. Alors, voilà, donc on a chacun notre terrain de prédilection. Le mien, c'est l'arbitrage sportif de haut niveau, plutôt en rugby. Donc on peut déclencher c'est juste pour mettre un petit peu d'ambiance les vidéos, si elles fonctionnent, mais elles devraient. Donc, qu'est-ce que je fais dans mon travail depuis plus d'une quinzaine d'années maintenant? Je me suis intéressée à qu'est-ce que l'arbitre. Alors l'arbitre, vous le voyez en jaune tout en haut, et là, en bas, il porte la caméra embarquée. Ouais, pas trop fort si c'est possible. Ils parlent très fort les arbitres sur le terrain. Merci. Donc c'est le son arbitre et c'est une caméra embarquée et avec ces différentes traces d'activité, donc un point de vue extérieur mais aussi un point de vue plus embarqué. Ce qui m'intéresse, c'est ce que je disais tout à l'heure d'un point de vue général, c'est d'essayer d'aller chercher qu'est-ce qui fait l'arbitre au moment même où il arbitre. C'est quoi décider en urgence dans un contexte public ? Et qu'est-ce qui se passe pour lui? C'est quoi sa situation? Donc, c'est pas seulement regarder son activité de l'extérieur, essayer de voir s'il y a ou pas des problèmes. Enfin, s'il y en a qui sont connaisseurs du rugby, ils vont voir des problèmes dans l'arbitrage immédiatement. Mais c'est pas ça la question. La question, c'est d'abord, est-ce qu'on peut approcher ce qui est significatif pour lui, ce qu'il éprouve ici et maintenant? Et ces éléments-là, ils sont souvent très implicites. Et en fait, la caméra embarquée, moi, je l'ai utilisée en tant que Madeleine de Proust, pour aider l'arbitre à mieux verbaliser ce qui importe pour lui ici et maintenant. Alors on pourrait parler d'attracteurs cognitifs, on peut parler de science, enfin il y a plusieurs éléments théoriques qui nous permettent de parler de ça, mais vraiment c'est qu'est-ce qui est significatif pour lui ici et maintenant, et d'essayer ensuite de comprendre qu'est-ce qui organise ces processus de décision, qu'est-ce qui organise sa perception, d'accord, et de prendre en charge ce contexte, alors on va commencer à le voir, mais qui ne me paraît pas si loin des questions d'urgence, des questions multiples en termes d'enjeux que peuvent vivre d'autres professionnels. Alors, une fois qu'on est passé par cet élément de singularité, quel est le travail qu'on a fait sur les matériaux? Le travail, c'est d'essayer de trouver des régularités, parce que la situation est toujours singulière, c'est un couplage entre un environnement et un sujet, toujours singulier. Mais cette singularité, elle ne nous suffit pas. Il faut qu'on puisse déterminer des processus qui sont relativement réguliers. Et alors, ce qui était intéressant chez les arbitres, et vous voyez qu'on travaille avec différents types de sports, c'est qu'ils ont des manières différentes d'appréhender l'activité des joueurs. Soit ils l'appréhendent comme un fait et ils disent qu'ils prennent une photo, soit ils appréhendent une dynamique, c'est-à-dire c'est pas tant le fait que le joueur il ait un pied devant, un pied derrière une ligne, notamment sur le hors-jeu, mais c'est plutôt de dire est-ce que dans la dynamique de l'activité du joueur, c'est encore du rugby ou ça n'en est plus. Et puis il y a des cas qui ils sont plus incertains, pas tout à fait tranchés, et là il y a une vraie enquête délibérative qui est menée par l'arbitre. Une fois qu'on a dit ça, on commence à distinguer des processus de décision qui sont des processus différents. C'est-à-dire que l'arbitre, il construit différemment ce qu'il va montrer et imposer aux joueurs. Et la manière même dont il le construit va impacter la manière dont il va le montrer aux autres. Quand c'est un fait, c'est évident. Et comme c'est évident, on n'a pas à le justifier. Par contre, si on examine la dynamique, on va pouvoir rendre compte aux joueurs, notamment, qu'on a pris en compte ces éléments-là, qu'on regarde la dynamique de l'action, voilà, c'est cette règle-là qui s'applique. Et là, la justification, elle devient complètement spontanée de la part de l'arbitre. Donc, en modalité de décision, qui souvent est dissociée de la manière dont on vend la décision, nous, ce qu'on montre, c'est que non, c'est très articulé. Ce qui m'amène à construire un modèle de qu'est-ce que c'est l'arbitrage? Alors l'arbitrage, c'est pas seulement appliquer des règles, c'est pas seulement suivre des procédures à la lettre, et il y en a dans beaucoup de métiers, mais ça serait plutôt co-construire, et on a parlé de la co-construction avec le patient tout à l'heure, co-construire avec les joueurs le déroulement du jeu.
Donc on est sur un changement de modèle qui nous permet de dire qu'à chaque fois, l'activité de l'arbitre, enfin l'arbitre décrit la situation, et il décrit plutôt sa situation, c'est-à-dire ce qui importe pour lui, ce qui est saillant pour lui, et il va le montrer aux joueurs, et ces descriptions, elles sont performatives. Une description performative, c'est très simple, c'est « je vous déclare mari et femme ». Une fois que c'est dit, c'est fait. Donc l'idée, c'est que quand l'arbitre décrit l'activité des joueurs d'une certaine manière, ce qu'il décrit advient de la manière dont il décrit. Ce qui a fait dire à Michel Serres que ce n'est pas le joueur qui marque le but, mais c'est l'arbitre. Il le marque sur son calepin. Et s'il ne le marque pas, il n'y a pas but. Mais en même temps, est-ce qu'un médecin, quand il dit, ou quand vous recevez en urgence un certain nombre de patients, une fois qu'on a décrit son état, est-ce que ce n'est pas performatif? Est-ce que ça n'est pas pour le patient? Est-ce que ça n'est pas pour l'ensemble du groupe, etc. Ce qui nous fait dire ensuite que la faute, contrairement à ce que tout le monde pense quand il regarde la télévision, ne dépend pas d'une analyse un peu exhaustive. Et là, toutes les questions sur la manière dont les technologies peuvent nous permettre, ou pas, de construire des décisions et comment elles sont des aides à la décision et pas qu'elles prennent des décisions à notre place, c'est des thématiques qu'on a commencé aussi à questionner avec le Web 3.0. Et ça se pose aussi dans l'arbitrage, évidemment. Donc l'idée là, c'est pas que c'est la faute, elle n'existe pas en tant que telle, mais elle existe en fonction du rapport de l'arbitre à l'activité des joueurs. Et typiquement, dans des cadres, dans des contextes qui sont identiques, la faute va être différente selon que l'arbitre l'appréhende comme un fait, selon qu'il considère la dynamique de l'activité ou qu'il la considère comme un problème. On y reviendra. Il faut me dire combien de temps il me reste. Je suis complètement... Ça va, tant mieux. Et donc, ce qui nous amène à poser que, finalement, l'arbitre, il va définir au fur et à mesure, à chaque coup de sifflet, il va dire « c'est inacceptable ». Parce que tant qu'il ne siffle pas, il dit « c'est acceptable ». Ou s'il dit « il n'y a rien », il peut le montrer aussi. Mais la plupart du temps, c'est acceptable quand il ne dit rien. Donc, il a toujours pouvoir et obligation de juger. Et donc, au fur et à mesure du match, en définissant ce qui est acceptable, inacceptable, progressivement, il va définir un champ de possibles. Et ce champ de possibles, on s'aperçoit qu'il est très fortement en lien avec ce qui valorise et ce qui dévalorise dans le sport. Quel type de jeu au sol il va favoriser en rugby? Est-ce qu'on va favoriser plutôt de la continuité du jeu, le spectacle, ou la remise en ordre d'un certain nombre de phases de jeu? Donc ces éléments-là, ils amènent finalement... Et c'est là où on va peut-être pouvoir avancer sur autre chose que l'arbitrage, parce que je ne doute pas que ça vous intéresse, mais pas tant que ça, d'essayer de définir l'activité de l'arbitre de manière beaucoup plus générique, et de se dire finalement, est-ce qu'on n'est pas dans un contexte de coaction? Il n'y a pas d'arbitre sans joueur. En tout cas, la question du déroulement du jeu, elle suppose à la fois l'arbitre et les joueurs. Donc c'est un contexte de coaction qui est toujours finalisé. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ont tous le même but, mais c'est finalisé. Dans lequel il y a une personne, là en l'occurrence l'arbitre, qui est désignée par l'institution, qui a pouvoir et obligation, alors on pourrait dire de juger, mais si on veut élargir à d'autres types d'activités, on pourrait dire de qualifier dans l'instant, puisqu'on est plutôt sur un contexte d'urgence, de qualifier dans l'instant les événements et de montrer ce qui est possible. Donc en fait, il impacte sur la suite du déroulement, d'accord, du déroulement du jeu, du déroulement du soin, du déroulement de la classe, etc. Contrairement à un juge qui établit les choses a posteriori. Et si on le pense comme ça, peut-être qu'on va pouvoir faire des liens avec d'autres types de métiers, de pratiques professionnelles, où il y a une décision dans l'urgence. Est-ce que cette catégorisation en termes de faits, de jugement dans la dynamique, d'événements un peu incertains sur lesquels il faut enquêter, est-ce que c'est des éléments qui ont du sens dans d'autres contextes professionnels? Est-ce qu'on peut repartir d'une analyse fine de l'activité des arbitres, donc d'un collectif d'arbitres, pour essayer de voir quelles sont les modalités de coordination pour prendre une décision dans l'urgence? Est-ce qu'on peut, dans des situations qu'on pourrait dire asymétriques, c'est-à-dire où il y a quelqu'un qui est en position hiérarchique de pouvoir,
Est-ce qu'on peut essayer d'analyser les leviers alors on pourrait dire management, je l'ai écrit comme ça, du déroulement de l'interaction. Et souvent, on est entre autorité et confiance. Et comment, finalement, cette co-construction, elle est possible. Et on sait que la co-construction de la performance, c'est le cas dans tous les métiers. Alors, certains disent adressés à autrui, d'autres qui pourraient dire des métiers de service. Mais voilà, on compose avec les patients, les clients, les joueurs, pour construire la performance. Alors, une fois qu'on a analysé ces éléments comme ça, la question que je posais au début, c'est est-ce qu'avec ce cadre, donc ce n'est pas seulement la manière dont un arbitre pourrait venir ici, bien que, vous faire une sorte de récit de moments particuliers, de son activité, qu'il pourrait rendre compte de qu'est-ce qui importe pour lui ici maintenant. Donc en fait, de formaliser un peu pour vous cette expérience. Donc ça, c'est une première chose. Il y a cette nécessité-là, et en même temps, il y a la nécessité du modèle. Et à partir de là, ce qu'on a essayé de faire, c'est se poser la question, si on construit des ressources, avec des arbitres de très haut niveau, qui sont basées sur des traces d'activité et la constitution d'expériences, est-ce qu'on peut les utiliser dans d'autres contextes? Notamment, et ça on a commencé à le tester, est-ce qu'on peut utiliser ces ressources-là avec des enseignants? Et qu'est-ce que ça produit? Est-ce qu'on peut l'utiliser inversement? On peut utiliser des ressources qui sont créées sur l'activité des enseignants pour essayer de les travailler avec des arbitres. Alors, on a commencé, c'est quelque chose qui est très expérimental que je vous présente, et on a essayé... Il va falloir conclure, et je vais juste alors... Enfin, on ne mettra pas la vidéo, ou alors en off. On a essayé de voir à quel type de conditions ça pouvait être intéressant et qu'est-ce que ça donnait en termes de retour, qu'est-ce que ça permet. Alors l'idée c'est de pouvoir identifier, en tout cas c'est là où on en est aujourd'hui, un type de situation critique qui fait écho au formé, à la fois dans son métier, mais aussi à l'étape de développement professionnel dans laquelle il est. Donc je voulais vous montrer, si vous pouvez juste la lancer pour montrer ce que ça donne quand c'est monté, mais on ne va pas l'écouter. Mais on a construit un certain nombre de ressources avec Tony Chaperon qui arbitre en Ligue 1, donc c'est un travail qu'on mène avec Luc Ria et Tony Chaperon. Et on a fait travailler des jeunes en formation, donc qui se destinent à être enseignants, pas seulement de PS, mais à l'ENS, on a travaillé avec eux. Et en fait, la question de la gestion de conflits a été très importante. Et donc vous avez des éléments là qu'on peut isoler de ce que dit Tony Chaperon dans la vidéo à partir de ce qu'il vit sur ce match de Ligue 1. Et on voit que ça permet finalement à des étudiants de remettre en perspective dans la gestion de conflits ce qui est de l'ordre de l'individuel et du collectif. Inversement, et je passe juste une seconde là-dessus, et c'est l'avant-dernière diapo, au niveau des arbitres, ce qui est très intéressant, c'est qu'on leur a montré pas mal de vidéos d'entrée en classe, dont une où on a une enseignante de maths, vous savez, avec la règle jaune, vous avez tous connu ça, comme ça. Donc, et vraiment une posture très autoritariste. Et puis, on leur montre Cécile, qui joue tout avec le regard, la manière dont il peut appuyer sur un élève, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils arrivent à débattre de quelque chose qui, à la fois, fait consensus, mais est rarement mis en œuvre dans l'arbitrage. C'est-à-dire que, non, on ne va pas faire de l'autorité ou de l'autoritarisme, mais on a d'autres ressources. Et on s'aperçoit qu'en match, ils ont plutôt une tendance quand même au contrôle et à l'autorité plutôt qu'à la confiance aux joueurs. Et finalement, on s'aperçoit que c'est des manières de discuter ce qu'ils vivent, mais sans prendre l'arbitrage, sans le mettre au centre, ce qui poserait un certain nombre de problèmes, notamment vis-à-vis de l'institution. La question que je posais, et c'est la dernière diapo là-dessus, c'est est-ce que vis-à-vis de vos actions de formation, les questions de la décision dans l'urgence, de la coordination de cette décision entre plusieurs personnes, puisque avec différents statuts, différentes missions, différentes connaissances, compétences et probablement capacités. Voilà, comment on peut re-questionner le rôle de chacun dans cette pratique-là. Sachant qu'il
il me semble, mais ça c'est ce que je voudrais discuter avec vous, qu'en fournissant finalement d'autres modèles et d'autres supports d'activité et d'expérience, finalement on arrive à créer une nouvelle réflexivité, et notamment sur des thématiques, et vous l'évoquiez en introduction, qu'on traite peu parce que ce sont des compétences transversales. Et ces compétences transversales, souvent, elles sont peu ou pas discutées. Et c'est aussi une manière de discuter des éléments qui ne peuvent pas l'être du point de vue de la profession parce qu'ils sont un peu tabous, parce que ça arrive. Excusez-moi, j'étais un peu longue. Je vous remercie. Si je reste là, je reste là. Bon, ben voilà, c'est le moment de la tension des questions. Voilà. Est-ce que... Une question, voilà, monsieur, deux. Il y a Thierry, puis là, monsieur. Oui, bonjour. Je voulais savoir, par rapport à la façon d'appréhender l'arbitrage que vous avez évoqué, est-ce qu'on tient compte du niveau aussi de compétences, c'est-à-dire novice, confirmé, expert, qui peut-être modifie aussi la façon d'appréhender justement le jeu? Alors là, très clairement, on a fait plutôt un travail avec les experts. Par contre, moi j'ai des jeunes en formation parce qu'on utilise les recherches qu'on mène pour essayer d'accompagner des jeunes dans la construction de qu'est-ce que c'est être arbitre. Et effectivement, c'est pour ça que je disais aussi ça dépend des niveaux de développement. C'est-à-dire qu'il y a des éléments, ils ne vont pas se trouver confrontés au même dilemme, aux mêmes situations critiques. Et de ce fait, on va à la fois voir qu'ils vivent des choses différentes, parce que souvent ils sont d'ailleurs seuls sur le terrain, au moins sur des niveaux un peu plus faibles. Donc ils se posent des questions complètement différentes. La pression du public, contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle est beaucoup plus forte. Donc ils n'ont pas les mêmes situations critiques, donc il faut bien repartir de leur propre activité à eux pour identifier ensuite qu'est-ce qu'on pourrait leur proposer dans cet ordre de transversalité. Ouais, moi il me semble que c'est ça qui est important, et ça ne veut pas dire que parce qu'on part de l'activité et qu'on essaie de la comprendre, on veut qu'ils y restent, parce que c'est ce qu'on discutait, hein. L'idée de la formation, c'est bien la transformation. Donc c'est comment on peut, à travers des contextes, susciter finalement une réflexivité différente qui leur montre un certain nombre de choses. Souvent, les arbitres débutants, il faut les décoller du fait. Je ne sais pas d'ailleurs, pardon, je me demandais si c'était pareil avec les médecins. Non, mais c'est naïf, mais... Oui, je vais intervenir comme ancien arbitre, en fait. Je ne vois pas. Merci. Effectivement, c'est extrêmement intéressant, vos travaux. Derrière, moi, ce que j'ai essayé d'interpréter, c'est la décision dans l'incertitude. Décision dans l'incertitude en médecine d'urgence, c'est quelque chose qu'on connaît régulièrement. Après, la question, c'est est-ce qu'on a plus de décisions dans l'incertitude, je dirais, dans le sport que dans la médecine d'urgence, où certes, on a une certaine incertitude, mais derrière, on a des scripts. Alors, si on va aller plus loin dans l'arrêt cardiaque, c'est quasiment automatisé. Et plus de difficultés dans le sport, dans des décisions d'arbitre où, comme vous disiez, c'est pas si automatisé que ça, puisqu'on tient compte de la dynamique. Après, la deuxième chose, c'était, et ce qui est extrêmement intéressant, c'est quelque part, on pourrait appeler ça la transposition didactique d'une situation vers une autre. Comment est-ce qu'on pourrait arriver à trouver des situations spécifiques qu'on pourrait utiliser dans différentes situations. Vous avez donné un exemple avec les positionnements sur la fin de votre intervention, mais c'est extrêmement intéressant. Merci. En fait, c'est la question qu'on se pose, c'est faire un pas de côté pour un pas de côté, ça sert à rien. C'est surtout pas faire de l'exotique pour l'exotique. Par contre, c'est se dire, est-ce qu'on peut pas, en fournissant d'autres cadres, mais je vais revenir à la première question ensuite, mais aider à construire d'autres choses par rapport à ce que je peux construire, de ce que je connais de moi, parce qu'on disait tout à l'heure, Maurice Tardif disait que s'il fallait qu'on aide les étudiants à se connaître. Et finalement à se connaître dans le métier.
Finalement, redécouvrir des facettes de soi à travers une autre pratique, ça me paraît ce qui est en termes de possible, de champ de possible, là pour le coup, c'est ce qui me paraît pas inintéressant. Et juste pour exemple, hein, avec les arbitres, alors comme on travaille avec différents milieux, j'ai quelques travaux sur le HRO que je connais pas trop mal, donc tous les organismes de haute sécurité, et j'ai essayé de leur montrer comment, dans certaines difficultés de coordination dans l'urgence, peut-être les procédures qui étaient mises en place dans de la sécurité réglée, sécurité gérée, comment ça pouvait leur faire réfléchir les choses autrement à partir de cas. Et c'est vraiment ça qu'on essaie de susciter, et pour voir comment cet intermétier, finalement, il est à la fois sur des contextes spécifiques, je pense que vous faites face à de l'intermétier en permanence, mais aussi en transversalité. Et dernier point sur les scripts, par rapport à la question que vous posiez, les arbitres ont énormément de procédures. Et si les jeunes sont si près du fait et du cadre et de la procédure, c'est parce qu'il y en a beaucoup. Sauf que celui qui devient expérimenté au fur et à mesure, il prend en charge d'autres types d'enjeux. Et voilà, la question, c'est est-ce que dans d'autres métiers qui font face à l'incertitude, il y a d'autres types d'enjeux qui peuvent s'ouvrir au fur et à mesure de la construction de l'expertise, ou en tout cas du fait d'être expérimenté. Je sais pas si Merci. Non, on va prendre une dernière question parce que voilà. Alors moi, juste une petite particularité par rapport. Je vois pas non plus. Là, c'est bon. Juste une petite particularité par rapport à l'arbitrage. Dans le rugby à 13 ans, ils ont pour améliorer cette communication entre l'arbitre et les joueurs, ils ont mis 2 arbitres de champ sur le terrain, ce qui facilite en fait la décision et la prise de décision dans l'urgence. Et ils ont l'arbitre connaît tous les prénoms de tous les joueurs. Et donc lorsqu'il interpelle un joueur, il l'appelle par son prénom. Et ça facilite en fait la prise de décision et l'action qu'il va mener sur le joueur. Alors ça fait partie des protocoles et des scripts. Selon les fédérations, c'est tout dans ce sens-là ou tout dans l'autre. Donc ça fait vraiment partie du prescrit. Et après, sur le fait d'être à 2, alors à la fois, il y a un vrai intérêt, et à la fois, on voit que dans la question de la coordination pour prendre une décision dans l'urgence, ça suppose de construire d'autres connaissances qui, pour moi, sont vraiment des connaissances incarnées, parce que on n'a pas le temps de se concerter. Et donc, il faut qu'à un moment donné, on puisse saisir l'activité de l'autre, construire un certain nombre de repères qui nous permettent de nous coordonner en tant qu'arbitre. Et là, il y a pas mal de travaux, et à la fois, sur le hand, ils sont très forts aussi là-dessus. Alors, exceptionnellement, une mini-question à la présidente de l'ANSESU. Ça n'est pas une question, c'est une remarque, puisqu'il y a eu un travail qui a été mené par Alain Mouchet, que tu connais bien, Géraldine, avec les SAMU de France sur l'étude de la régulation médicale, et où donc Catherine Bertrand a géré cette étude avec Alain Mouchet. Il y a un lien qui est évident dans la décision d'urgence. C'est comme ça qu'on s'était rencontrés, Géraldine. Et je vous conseille donc d'acheter ce bouquin quand il va sortir sur la décision d'urgence en régulation médicale, parce que le lien de la décision de l'incertitude et le travail d'Alain était extrêmement important. Donc voilà, c'était juste ce que je voulais dire, qu'il y avait réellement ce lien. Et je crois que demain, il y a une présentation demain matin. Ça fait un coup de pute. Et Alain est dans la salle ? Je crois que oui. Ah ben, il est là, voilà. Tu vois là. Ouais. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Donc nous allons laisser la place à Florence Policard pour une intervention sur Oser l'interprofessionnalité. Donc Florence Policard est cadre de santé, formateur à l'IFSI de Clermont-Ferrand, doctorante en sciences de l'éducation, Clermont-Ferrand 2 fois. Et pour nous, il y a quelque chose que tout le monde connaît, c'est Florence Policard qui a traduit la grille d'âge que nous utilisons dans les évaluations en simulation. Et je vais vous abstenir de mon anglais en disant l'acronyme d'âge. Merci, je vous laisse la parole. Bonjour à tous et à toutes, et merci à Christine pour votre invitation. Alors, oser l'interprofessionnalité. Alors, évidemment, la question de l'interprofessionnalité renvoie à la question du travailler ensemble. Alors, travailler ensemble, est-ce que ça s'apprend ? Et puis, finalement, qu'est-ce qu'il y a de si audacieux à envisager de se former ensemble ? Alors, finalement, travailler ensemble, ça apparaît comme une évidence. Il suffirait que chacun sache ce qu'il a à faire pour que le travail collectif se fasse, après tout.
Pourtant, on sait bien que ça ne marche pas comme ça. Il ne suffit pas de rassembler des professionnels, même compétents, pour obtenir une compétence collective. La compétence collective, c'est bien davantage que la somme des compétences individuelles. C'est quelque chose qui les dépasse et qui même les transcende. Et ce qui est le déterminant majeur finalement de la compétence collective, c'est probablement la qualité des interactions entre les personnes. Alors, la question de l'interprofessionnalité, elle comporte deux dimensions complémentaires et qui sont tout à fait interdépendantes. C'est d'une part la question des pratiques, donc c'est l'interprofessionnalité en acte, et puis d'autre part la question de la formation, donc l'éducation interprofessionnelle qui est un concept en émergence. Et donc c'est pourquoi mon propos fera le lien largement entre les deux. Donc je vais dans un premier temps essayer d'aller aussi au-delà des évidences en définissant tout simplement, tout simplement non, c'est pas simple d'ailleurs, mais en définissant l'interprofessionnalité. Et puis au risque d'être un peu rabat-joie, j'évoquerai les défis, puisque s'il faut oser, il faut oser dépasser les défis qui nous sont faits par rapport à cette question de l'interprofessionnalité. Alors, voilà, ça marche. L'interprofessionnalité, déjà, c'est un néologisme. C'est un néologisme qui est apparu il y a une dizaine d'années à peu près, peut-être un peu plus, mais en tout cas qui se rapproche et qui est utilisé d'ailleurs de façon tout à fait interchangeable avec d'autres notions connexes comme la collaboration interprofessionnelle, les pratiques collaboratives, etc. Et elle décrit en fait la nature des relations de travail que les professionnels entretiennent entre eux et dans la situation de travail. L'objet, c'est donc les interactions. Et l'élément central de cette définition, c'est finalement de la considérer comme le lieu d'une structuration de l'action collective. Et cette action collective, elle se structure parce que les différents acteurs sont en situation d'interdépendance, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent agir seuls dans la situation, et dans la situation d'urgence, vous le savez très bien, ils ont besoin des autres pour agir et pour atteindre le but commun. Et en plus d'être complémentaires, ils doivent aussi s'efforcer d'agir en cohérence, de façon à ce que leurs actions soient coordonnées et qu'elles aillent au-delà d'une simple juxtaposition de prestations. Alors, ça suppose donc qu'il y a un rapport d'échange entre ces professionnels, entre ces acteurs, et ce rapport d'échange, il suppose la reconnaissance des compétences respectives. L'interprofessionnalité, c'est un processus complexe qui renvoie donc à l'idée de transversalité, on en a parlé, de décloisonnement, d'une lecture plurielle des situations, dans un esprit de partenariat davantage qu'une simple coopération. Alors, ce processus, il va être influencé par différents facteurs. On a déjà entendu un certain nombre de choses jusqu'à maintenant, mais les facteurs, ils tiennent à la fois aux individus, aux situations, au contexte, et puis aussi aux organisations, et au-delà de l'organisation, au système. La situation, finalement, c'est le but commun. Alors, il peut s'agir de la situation d'urgence dans laquelle on va prendre en charge ensemble un patient, mais ça peut être aussi un projet d'équipe, et puis ça peut être aussi la conception d'un dispositif de formation, et pourquoi pas à l'interprofessionnalité. Et l'organisation, elle va fournir un cadre plus ou moins formel. Alors, on sait que dans nos métiers, dans nos milieux de la santé, le cadre est quand même très, très formel, et à l'intérieur duquel donc, ces interrelations vont pouvoir se construire. Et puis, bien entendu, il y a les individus qui sont toujours des équipes changeantes, qui sont toujours des équipes mouvantes, avec leur subjectivité, avec leur histoire personnelle, leur histoire professionnelle, leurs valeurs, leur champ de compétences, et puis aussi, et bien sûr, et je dirais presque avant tout, leur volonté, ou pas, de rencontrer l'autre et de travailler avec lui. Alors, il y a plusieurs études qui ont montré qui ont essayé d'évaluer justement la perception de la qualité des relations interprofessionnelles, et en particulier des relations infirmières-médecins, parce que c'est quand même le pivot, en quelque sorte, de la prise en charge du patient. Et l'une de ces études assez récentes, d'ailleurs, 2017, montre que, finalement, tout secteur confondu, les médecins ont un plus grand taux de satisfaction par rapport à la relation interprofessionnelle que les infirmiers. Et en fait, les meilleurs taux de satisfaction par rapport à la perception d'une qualité de relation interprofessionnelle se retrouvent, ça ne vous étonnera pas, dans les services d'urgence.
et puis les moins bons taux dans les blocs opératoires. Ça ne vous surprendra pas non plus. Allez. Mais en fait, alors on peut se demander, tiens, comment ça se fait que finalement dans les services d'urgence, il y a une meilleure perception de la collaboration interprofessionnelle? Alors on peut dire, bah oui, il y a l'environnement qui est décloisonné, qui facilite du coup le travail en cohabitation, j'ai envie de dire. On voit mieux l'autre travailler, et puis parce que la mission même de prendre prise en charge du patient en urgence suppose qu'on est ensemble au même moment dans une unité de lieu et de temps pour le prendre en charge. Il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est le tutoiement. Le tutoiement entre médecins et infirmières, il est habituel dans ces services, alors qu'il l'est beaucoup moins dans des services plus traditionnels d'hospitalisation. Et vous savez bien aussi que ce sont des éléments qui facilitent la proximité relationnelle et qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir peut-être plus facilement parler à l'autre. Et puis le découvrir, le connaître, voir comment il travaille et du coup le reconnaître. Partager des situations difficiles, comme on l'a dit aussi, c'est quelque chose qui va être chargé émotionnellement et qui va faire en sorte aussi qu'on va pouvoir se rencontrer mieux. Partager la gestion d'un conflit avec une famille ou la gestion de l'annonce d'une mauvaise nouvelle en concertation entre médecins et infirmières, ça peut créer des opportunités justement de créer un véritable partenariat. Pour autant, on sait bien que malgré ces conditions peut-être favorables dans ces services d'urgence, eh bien malgré ces conditions, la collaboration interprofessionnelle n'est pas quelque chose d'évident et obligatoire. L'interprofessionnalité, ça ne s'improvise pas, ça se construit, et ça se construit dans la mesure où les personnes, encore une fois, sont motivées à travailler ensemble. Alors peut-être gagnerait-on à y réfléchir ensemble, et quoi de mieux finalement qu'une formation en dehors du temps et de l'espace du travail, en dehors du rythme et des contraintes du travail pour le faire. Alors il y a deux objectifs majeurs qui vont être à envisager, c'est d'abord de construire une représentation partagée de la situation, et donc je vais revenir un petit peu là-dessus avec les déterminants de la collaboration interprofessionnelle. Je m'appuie un peu sur les travaux de Daniel Damour, qui a beaucoup travaillé sur la collaboration interprofessionnelle, et puis sur d'autres auteurs, qui ont mis en évidence un certain nombre de déterminants, et ces déterminants deviennent finalement des objectifs à travailler ensemble dans une formation. Ces déterminants vont être évidemment la communication, ça, on le sait très bien. Le partage d'informations va être une condition nécessaire. Et puis l'idée de rendre son action explicite pour l'autre. Alors c'est vrai que dans l'urgence, oui, on ne va pas forcément toujours se parler, mais il faut aussi avoir conscience que certains novices, notamment, n'ont pas une compréhension immédiate de la situation et que du coup, ils vont avoir peut-être besoin d'avoir des éléments de compréhension. Donc la question du partage d'informations va être importante. La question de la cohésion, elle est aussi extrêmement importante. C'est l'idée de construire de la solidarité, l'idée aussi de pouvoir exprimer ses besoins d'aide. C'est pas si évident de pouvoir exprimer ses besoins d'aide. La confiance en l'autre se construit aussi quand on reconnaît à l'autre la compétence. Alors que se passe-t-il lorsque on ne reconnaît pas à l'autre la compétence? Peut-on lui faire confiance? La question du conflit, au sens du conflit socio-cognitif, c'est-à-dire à l'expression possible des désaccords. Et je ferai le lien du coup avec la question du leadership. On parle beaucoup du leadership et il y a beaucoup d'études, la plupart des études qui traitent de l'interprofessionnalité envisagent le concept de leadership comme central. Alors c'est sûr que c'est central et on le voit bien dans une situation d'urgence qu'il faut qu'il y ait un leader qui puisse organiser le partage des tâches et la coordination des actions. Cela dit, le leadership c'est un construit social, c'est-à-dire qu'on peut effectivement prendre le leadership, mais ce sont les autres qui vous reconnaissent leader. Et dans une formation, ce qui va être intéressant aussi, c'est de travailler sur le pendant du leadership, c'est-à-dire le followership. C'est-à-dire que font les collaborateurs? Qu'est-ce qu'ils reconnaissent aux leaders et quel est leur rôle dans cette situation par rapport au leader qui parfois n'a pas une vision globale de la situation. Vous le savez bien, quand il est occupé à des tâches précises, il peut ne pas avoir cette vision globale et il est important alors que le collaborateur puisse lui renvoyer du feedback. Mais quand le collaborateur est une infirmière novice, est-ce qu'elle va oser le faire? Voilà. Donc tout ça, c'est des questions qu'il faut effectivement envisager en formation.
Le climat de travail va être un déterminant aussi tout à fait évident, mais le climat de travail, il se construit là encore ensemble. Alors, les objectifs, donc je disais que la formation va être l'occasion, d'un point de vue un peu pragmatique, là aussi, de construire une représentation partagée de la gestion opérative d'une situation, donc qui fait quoi, comment, et comment on le fait ensemble. Et puis, dans un deuxième niveau, j'ai envie de dire, de construire ensemble une réflexion sur le sens du travail en équipe, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire travailler ensemble et comment concrètement on travaille ensemble. Alors les enjeux, ils sont quand même importants et vous savez bien que les nouvelles problématiques de santé aujourd'hui finalement recomposent aussi quelque part la question du travailler ensemble. On a évidemment une prévalence des maladies chroniques, on a la question aussi du rapport du patient à sa santé qui change avec des nouveaux rôles et puis avec une revendication du patient comme acteur de sa santé. Ces revendications bien légitimes, du coup, elles amènent à un changement dans la relation soignant-soigné. Et ce changement dans la relation soignant-soigné, il va aussi impacter la façon dont les professionnels vont travailler ensemble et avec le patient. De façon plus pragmatique, on sait aussi que des études ont montré qu'un certain nombre d'événements indésirables graves évitables étaient dus à des déficits de travail en équipe, et notamment des déficits en termes de communication, de coordination des tâches et surtout de clarification des rôles, c'est-à-dire qui fait quoi. Mais en même temps, d'autres études ont montré aussi qu'il y avait des répercussions très positives d'un travail en équipe efficient, efficace, et que ces répercussions, elles étaient positives à la fois sur la qualité et la sécurité des soins, mais aussi sur l'efficience des soins, c'est-à-dire sur le coût. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'elles ont un impact sur la motivation et sur la satisfaction des personnels. Et ça, dans des métiers où l'épuisement professionnel est quand même très important, je pense que c'est un élément qu'il faut prendre en compte aussi. L'éducation en groupe pluriprofessionnel, c'est quelque chose qui existait très peu il y a quelques temps, qui se développe, mais on a un peu de retard aussi par rapport à nos collègues nord-américains et puis à certains pays d'Europe. Quoi qu'il en soit, c'est une volonté qui est largement affichée aujourd'hui par les pouvoirs publics. La grande conférence de santé de 2016 en a fait une mesure phare. Maintenant, qu'en est-il dans la réalité et dans les faits ? Alors, force est de constater que les initiatives restent extrêmement ponctuelles. Dans les soins d'urgence, dans l'enseignement des soins d'urgence, grâce à la simulation, on a trouvé effectivement un format pédagogique qui permet de travailler sur ces questions avec un support qui s'y prête bien. Pour autant, ça reste encore quelque chose qui est relativement à la marge. Et ce que je voulais effectivement mettre en évidence, c'est qu'il y a des défis effectivement à relever pour pouvoir mettre en place ces formations et les conduire de façon sereine, on va dire. Et ces défis, j'en évoquerai deux. C'est un défi d'abord organisationnel, tout bêtement, enfin tout bêtement, pas si bêtement que ça, parce que c'est quand même un gros frein, et puis un défi culturel. Le défi organisationnel, on sait qu'on a des institutions de formation initiale où on a des cohortes d'étudiants importants, que ce soit en soins infirmiers ou que ce soit en médecine, avec des contraintes de programme et puis des rythmes qui rendent extrêmement complexe la planification de temps de formation en commun. On a, concernant la formation continue, des difficultés, là encore, parce que les services formation sont cloisonnés, la formation médicale, la formation paramédicale, ce n'est pas les mêmes services, ce n'est pas les mêmes budgets, ce n'est pas forcément les mêmes modalités. Enfin, il y a tout un tas de difficultés extrêmement terre à terre qui nous empêchent finalement de pouvoir organiser de telles formations. L'organisation de ces formations, c'est aussi très dépendant des personnes. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un leadership au niveau de l'université, au niveau des directions d'IFSI, mais aussi au niveau de la CME et au niveau des directions de soins, s'il n'y a pas un leadership qui est volontariste, ça ne se fera pas non plus, vous le savez très bien. Donc, c'est compliqué et ça implique aussi une interprofessionnalité des formateurs. Et là encore, il y a quelques embûches, parce que concevoir ensemble une formation, ça veut dire
mener une réflexion collégiale sur qu'est-ce qu'on veut travailler, comment on veut le travailler, quels sont nos repères sur le plan de l'apprentissage, du processus apprentissage ou de l'enseignement, quelle posture pédagogique on va construire ensemble pour co-animer ces formations. Donc c'est une gageure. Mais le plus grand défi, je dirais que c'est le défi culturel. Le défi culturel parce que finalement chaque profession a une culture professionnelle qui lui est propre, qui véhicule un certain nombre de valeurs, d'idéologies, de manières de considérer le patient, de considérer les soins, et puis aussi différentes manières de considérer la formation et l'apprentissage. Ces éléments impactent et colorent les relations interprofessionnelles et fondent des stéréotypes qui entretiennent des tensions et qui cristallisent des stratégies corporatistes. Ces mécanismes de protection révèlent bien sûr des enjeux de reconnaissance, et vous savez bien que c'est particulièrement sensible dans la profession infirmière qui revendique un rôle autonome qu'elle n'a pas toujours, qu'elle ne parvient pas à faire valoir. Et puis, vous savez aussi que les relations interprofessionnelles sont marquées par la façon dont les groupes professionnels respectifs se positionnent les uns vis-à-vis des autres. Historiquement, cette collaboration médecin-infirmier s'appuie sur un modèle asymétrique et fortement inégalitaire, marqué par des questions de genre. Alors même si aujourd'hui on a un double processus de féminisation des études de médecine et de masculinisation des études d'infirmiers, il n'empêche que ces schémas sont toujours très présents, et puis de toute façon, même, ça ne résout rien. Il y a des études qui montrent que, malgré tout, la question du genre est toujours un problème. Et puis, la question aussi du statut social. Rassembler ensemble en formation des médecins et des infirmiers et des aides-soignants, c'est quand même pas si simple que ça. On a des modèles de formation qui sont très différents. On a un statut social, donc une profession médicale qui bénéficie d'un prestige social important, une profession infirmière qui bénéficie plutôt d'une bonne image dans le public, mais qui, au sein même de la profession, des professions de santé, n'est pas extrêmement reconnue. Ces représentations sociales, au sein même des groupes professionnels, impactent donc la manière dont les relations intergroupes se construisent. Les modèles de formation et les modèles d'exercice sont aussi très différents. Je voudrais juste mettre en évidence le fait suivant. Les médecins sont formés à l'université, dans une approche de la médecine fondée sur des preuves, dans une approche plutôt sciences dures. Et puis les infirmiers, de leur côté, sont formés en école d'infirmières, et j'insiste, parce qu'on entend toujours parler d'écoles d'infirmières, alors que ce ne sont plus des écoles d'infirmières depuis très longtemps, mais on parle toujours d'élèves infirmiers et pas d'étudiants. C'est aussi un signe. Et les infirmiers sont formés dans les IFSI, dans des dispositifs de formation qui privilégient l'apprentissage expérientiel. C'est quand même une formation professionnalisante, professionnelle, et donc l'analyse de la pratique, avec donc qui bien sûr intègre les sciences biologiques et médicales, mais qui est quand même largement tournée vers les sciences humaines et sociales. Et ces modèles de formation, finalement, conduisent à des stéréotypes qui réduisent quelque part le corps médical à des compétences cognitives et techniques, et qui, de l'autre côté, réduisent le corps infirmier à des compétences relationnelles et émotionnelles. Voilà. Et effectivement, alors ce sont des stéréotypes, encore une fois, j'appuie un petit peu, mais je pense que c'est important parce que là aussi, les professeurs, les formateurs, nous, autrement dit, est-ce qu'on n'est pas aussi vecteur de ces modèles, de ces schémas traditionnels qui perdurent? Comment l'interprofessionnalité est-elle abordée en formation? Et en quels termes est-elle abordée? Qu'est-ce qu'on véhicule dans la façon de considérer l'autre, dans notre manière d'enseigner et dans notre manière de transmettre des messages? Et puis, sur le terrain, en stage, puisqu'on a parlé des stages, qu'est-ce que les étudiants voient des relations interprofessionnelles? Et qu'est-ce qu'on fait, nous, formateurs, à partir de ça, quand ils reviennent de stage?
Voilà, donc toutes ces questions, alors moi je ne fais que poser des questions. Je pense qu'effectivement, cette réflexion-là, même si je noircis un peu le tableau, mais c'était volontaire, il y a des secteurs dans lesquels cet apprentissage en interprofessionnalité existe vraiment. Dans les thématiques en lien avec l'éducation thérapeutique du patient, je crois qu'il y a vraiment une véritable co-construction actuellement, où on a vraiment, presque au-delà de l'interprofessionnalité, c'est de la transprofessionnalité ou de la coprofessionnalité, c'est-à-dire qu'on va travailler à partir de champs de pratiques partagés. Et ça, on a vraiment, même si la question des identités reste toujours là et ce flou dans les identités professionnelles, il faut aussi en tenir compte parce que c'est important. Je crois qu'à un moment donné, il est important aussi de penser qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et comment on peut travailler ensemble sur des champs de pratiques partagés. Et pour terminer, je voulais juste oser une petite métaphore musicale, parce que je la trouve très parlante pour parler de l'interprofessionnalité. Dans une formation médicale, je savais que j'allais le faire, dans une formation musicale, chaque musicien en fait a sa partition à jouer. Et il pourrait effectivement s'entraîner tout seul et puis jouer sa partition. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Il a besoin d'écouter l'autre. Il a besoin toujours de s'ajuster à ce que fait l'autre, parce que sinon, l'œuvre ne sera pas une œuvre harmonieuse. Alors, vous remarquerez que sur cette diapo, il n'y a pas de chef. Alors, le chef, oui, il est parfois là, il n'est parfois pas là. Parfois, la compétence collective œuvre malgré le chef, mais le chef, il a besoin quand même de donner le sens. Et il ne donne pas la direction au sens d'être dirigiste, mais il donne le sens en termes de but à atteindre et de la façon dont on va travailler ensemble. Voilà, je vous remercie. Désolée. Merci beaucoup. Donc, on va laisser la place aux questions. Oui. Donc, professeur Nemitz, première question. Merci beaucoup. C'est plus un commentaire qu'une question, simplement pour dire que j'ai été très intéressé par votre exposé, qui situe bien ce que devrait être l'interprofessionnalité, notamment vue dans le champ de la formation. Il se trouve qu'actuellement, je préside la commission de l'Agence nationale du DPC qui a vocation à évaluer les actions interprofessionnelles. Et je dois dire que notre regret dans cette commission, c'est que nous voyons passer très peu d'actions qui sont réellement interprofessionnelles. Ce qui nous est proposé, c'est des actions où on met des professionnels de différentes professions de santé les uns à côté des autres. Et puis, voilà, on croit faire de l'interprofessionnalité comme ça. Or, tout ce que vous avez décrit est complètement autre chose. Et donc, c'est un petit peu un appel que je fais aux organismes qui souhaitent proposer des actions de DPC, qu'ils s'imprègnent de la culture de l'interprofessionnalité telle que vous l'avez présentée et qu'ils proposent réellement des actions qui visent à développer cette interprofessionnalité dont je suis sûr on a grandement besoin, qu'on voit très bien développer, notamment au Canada, mais en France, on a un peu de retard. Merci. S'il y a quelqu'un d'autre, je cède ma place. Il y a quelqu'un juste derrière toi. Merci. Donc moi j'ai beaucoup aimé aussi votre sujet. Je suis infirmière en réanimation, donc l'interprofessionnalité c'est pareil, c'est quelque chose qu'on connaît. Et moi j'ai pas eu l'impression que le défi soit réellement culturel. J'ai l'impression que c'est plutôt un défi institutionnel où on nous oblige pas mal à tourner, à entre guillemets casser un peu les équipes. Et du coup c'est là qu'on perd un petit peu ce travail en fait d'interprofessionnalité. Parce que le défi culturel, pour moi, je n'ai pas l'impression qu'il soit réellement présent dans les services de réanimation ou d'urgence, qu'on soit d'accord. Alors effectivement, je crois que les services où on a l'habitude comme ça de travailler ensemble tout le temps sont peut-être préservés sur ce plan-là. C'est pas le cas dans beaucoup de services.
Par rapport à votre question, effectivement, je crois que le défi effectivement organisationnel, il est majeur. Et puis, on est dans un contexte, enfin, je vais enfoncer des portes ouvertes en disant ça, mais on est dans un contexte extrêmement contraint où, de toute façon, la formation passe après la production des soins. Bon, et ça, quelque part, c'est normal, mais en même temps, c'est peut-être un mauvais calcul aussi à un moment donné, parce que à laisser les gens s'épuiser, et vous le dites bien, hein, on bouge des trous, hein, on en place un là parce qu'il manque quelqu'un, etc. Et ça, c'est une réalité quotidienne. Mais si on pouvait contrebalancer cette réalité-là, qui est juste incontournable, par justement, en injectant un petit peu justement ces formations-là qui permettent de se rencontrer, de se poser et de réfléchir ensemble, parce que c'est là aussi que commence la reconnaissance. C'est quand on peut accorder aux gens ces temps de respiration, et la formation est un temps de respiration. Voilà. Pardon. Bon, en attendant que le micro aille là-bas, moi j'ai rapidement une question, parce que vous avez dit que la formation interprofessionnelle doit se faire en dehors du temps de travail et de l'espace de travail, alors que nous, dans nos pratiques, on a tendance à faire la formation in situ, en interprofessionnel. Donc j'aimerais... Oui, vous avez raison. Alors c'est vrai que ça se développe de plus en plus, et notamment avec la simulation où on aménage au sein même du service. Alors je pense que c'est intéressant, effectivement, parce que d'une part, ça facilite justement. Du coup, le défi organisationnel, il est à peu près réglé, dans ces situations-là. Par contre, le risque, c'est aussi de savoir qui anime ces formations, parce que là encore, est-ce que c'est le cadre plus le chef de service, est-ce que c'est un médecin, est-ce que... voilà, c'est jamais anodin. C'est jamais anodin d'animer son équipe dans une formation. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein, mais je dis qu'il faut savoir ce qu'on fait aussi et être bien conscient de tous les enjeux qu'il peut y avoir. Et que la présence d'un superviseur extérieur, d'un co-animateur peut-être extérieur, peut aider peut-être à prévenir un certain nombre de problèmes. Je pense que travailler sur l'interprofessionnalité au sein même d'une équipe, ça peut cristalliser et faire émerger des conflits interprofessionnels. Alors, c'est important que ces conflits s'expriment. Après, est-ce que c'est le moment, quand on a décidé de travailler sur telle ou telle chose, ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres instances à prévoir? Bon, c'est peut-être qu'il faut le faire là, mais il faut être bien conscient du risque aussi qu'il peut y avoir, je pense. Merci. Il y avait Nicolas. Oui, merci. Ce n'est pas une question, c'est juste une réflexion. Une autre situation où l'interprofessionnalité est importante et qu'on ne développe peut-être pas assez, c'est les relations entre les médecins régulateurs et les auxiliaires de régulation médicale. Souvent, on fait de la formation continue au sein d'un centre de régulation. Il y a une formation dédiée aux armes et une formation dédiée aux médecins régulateurs. On s'est rendu compte qu'en les faisant travailler ensemble, en les mettant justement par le biais de la simulation, le fait de les faire travailler ensemble, ça favorise la valorisation de l'arme vis-à-vis des médecins régulateurs et le positionnement de l'arme au sein de sa profession qui n'est pas limité à simplement saisir des appels. Et le fait de travailler en interprofessionnalité, notamment en formation continue, ça nous permet je pense, ça sera peut-être un sujet à développer, mais j'ai un retour comme quoi ça améliore les qualités de la prise en charge des appels au centre 15. Les études vont dans ce sens, en tout cas, oui. Alors, comme tout à l'heure, la petite remarque de la fin à Christina Mirati. Oui, et donc l'universitarisation, entre guillemets, des professions de santé, c'est là où ça va passer, où ça va casser.
Je veux dire que soit ce ne sont que des mots et on dit que finalement une infirmière aura une licence et puis on arrête là et on sera content et puis les IAD auront un master et ce seront des masters et puis c'est tout. Ou bien alors on profite de ça au moment même où tout ce qui est passé c'est en train d'être mis en cause. On se dit que c'est le moment de faire évoluer le système général de formation des professions en santé. Et là, on est vraiment parti pour une interpro. Je ne sais pas si tout le monde en sera convaincu. C'est ce qui cristallise toutes les tensions à l'heure actuelle. Et effectivement, il y a beaucoup d'espoir parce que, je suis infirmière, alors évidemment, je dis on, mais on a voulu l'universitarisation. Et voilà, le processus il a été enclenché, allons jusqu'au bout du processus, mais très légitimement, il y a des craintes, et elles sont extrêmement légitimes, c'est-à-dire, est-ce qu'on ne va pas encore une fois être sous la tutelle des médecins ? Je traduis très crûment la réalité dans les instituts à l'heure actuelle. Et ça, c'est une vraie problématique, mais vous avez raison, je crois que si on veut construire l'interprofessionnalité, il faut la construire depuis le début, quand ils sont tout petits, hein, ça c'est clair. Oui, alors le débat sur l'universitarisation, ça pourrait faire l'objet d'une autre session, parce que là, on est en train d'avoir oublié quelque chose qui est la médiation. Ah ouais. Je veux dire, il suffit de voir les travaux sur l'universitarisation, par exemple, actuellement sur les sages-femmes, pour s'apercevoir qu'on a loupé quelque chose qui est les phases de médiation pour acculturer, parce qu'il y a beaucoup de représentations. Et puis le problème des infirmières, des sages-femmes et tout quiconque qui veut aller dans l'université, c'est qu'ils voient l'université à travers le filtre des facultés de médecine. Or, l'université, c'est pas que les facultés de médecine, c'est d'autres composantes, et la journée en est la preuve. Voilà. Bon. Je ne sais pas pourquoi, j'ai voulu. Alors, troisième exemple de cette... Troisième exemple, troisième illustration de cette thématique sur le transfert, c'est une présentation sur les patients enseignants émanant de l'Université Paris 13, faculté de santé, médecine et biologie humaine. Donc, présentation en binôme avec Kaman Ko, chef de clinique à médecine, département universitaire de médecine générale, et Olivia Gross, chercheur associé au LEPS. Voilà, donc à deux voix. Donc, bonjour à tous, donc, je suis Kaman Ko, je suis médecin généraliste et je vais présenter avec ma collègue Olivia Gross un programme pédagogique que nous avons co-construit avec des patients à l'intention des internes de médecine générale. Nous déclarons ne pas avoir de lien d'intérêt avec le thème de cette présentation. Donc, depuis les années 70, il y a des patients qui sont intégrés dans la formation médicale comme enseignants, instructeurs, formateurs. Les mots ne sont pas encore très stabilisés. Dans certains pays, c'est programmatique et c'est vraiment institutionnalisé. Dans d'autres, c'est encouragé au niveau politique. Et les évaluations montrent une très bonne satisfaction des étudiants et le fait que ça développe l'approche centrée sur les patients. Du côté des patients, il y a une certaine pression à faire reconnaître la valeur de l'expérience vécue, de leur savoir expérientiel, c'est-à-dire les savoirs qui renvoient à l'expérience de vie avec la maladie, au parcours de soins et à la relation soigné-soignant. Alors, à ce niveau-là, il faut que je fasse une différence qui est importante entre les savoirs expérientiels et les savoirs situés, parce que les patients qu'on a recrutés dans le cadre du programme de patients enseignants de Paris 13 ont plutôt des savoirs situés que des savoirs expérientiels. Donc, les savoirs situés, ce sont des savoirs de patients mis en commun dans des espaces collectifs, de manière à concevoir une action collective qui répond aux besoins qu'ils ont constatés, et de manière à avoir un point de vue collectif sur la situation. Et c'est pour ça qu'on parle de point de vue de savoir positionné, situé. C'est Haraway, la première, qui a montré que pour avoir une lecture globale de la réalité, il fallait avoir toutes les perspectives de toutes les parties prenantes de cette réalité, au risque sinon d'en avoir qu'une lecture partielle. Et c'est en ce sens-là que Delgado Rondo parle sinon de risque de réductionnisme médical. En France, il y a eu récemment différents rapports, dans la lignée de rapports étrangers d'ailleurs,
notamment le rapport l'an 2 de la démocratie sanitaire qui préconisait d'étendre la démocratie sanitaire à cette forme d'engagement des patients. Et puis l'Institut pour la démocratie en santé a consacré sa première année d'existence à travailler cette question. Du côté des enseignants de médecine générale, on a effectué une réforme en 2014 pour passer d'une pédagogie qui était plus centrée sur l'accumulation de connaissances vers une approche par compétences. Dans les compétences attendues du médecin généraliste, il y a notamment la capacité à adopter une approche centrée sur le patient. Au regard des travaux de Toll, il nous a semblé pertinent d'associer des patients à la formation des internes en médecine générale. Pour accompagner cette approche par compétences, nous avons mis en place des groupes d'entraînement à la pratique réflexive entre internes. Ces groupes s'apparentent à des groupes d'échange de pratiques où ils sont par groupe de 10 et 1 à 2 internes vont apporter des situations réelles qu'ils ont vécues en stage. En groupe, ils vont formaliser un questionnement en lien avec cette situation et proposer des solutions. À la fin de ce groupe d'entraînement à la pratique réflexive qu'on appellera GPRI, ils ont un travail écrit à rendre où ils vont narrer le récit, les questions et les solutions proposées. Comment est-ce que nous avons co-construit ce programme avec les patients? Tout d'abord, nous avons intégré des patients coordonnateurs dans les instances du département de médecine générale, notamment dans le conseil du département, conseil où, par exemple, sont auditionnés les candidats enseignants-chercheurs. 2 patients coordonnateurs ont également intégré la commission enseignement. Au sein de la commission enseignement sont prises des décisions en lien avec le programme pédagogique, mais aussi des décisions qui ne concernent pas spécifiquement l'apport des patients enseignants, comme le recrutement des enseignants, par exemple. À Paris 13, les patients enseignants ont un statut d'enseignant vacataire. Ils participent à 90% des enseignements du DES de médecine générale. Si on se recentre sur les GPRI, les patients enseignants participent avec le médecin enseignant en binôme à toutes les étapes du GPRI. Que ce soit en amont, ils vont tous les deux recevoir la présentation des internes sur les situations qui va être débattue lors des GPRI. Pendant le GPRI, les patients enseignants ont eu pour consigne de réagir aux discussions des internes, de compléter par des propositions de soins ou d'apporter des ressources en santé. À l'issue du GPRI, avec le médecin enseignant, le patient enseignant vont tous les deux corriger la trace écrite. Les patients ont été recrutés sur la base de certaines compétences. Donc il fallait qu'ils soient membres actifs de collectifs, puisque ce qu'on recherchait, c'était des patients qui avaient des savoirs situés. On ne voulait pas que ce soit des perspectives singulières qui s'expriment à l'intérieur notamment de ces GPRI. Il fallait qu'ils aient une bonne culture en santé, parce qu'il ne fallait pas qu'ils freinent les apprentissages des internes. Il fallait que leurs apports soient pertinents, même si, dans certains cas, les faire reformuler est utile pour les internes. Il fallait qu'ils soient dans une posture de bienveillance vis-à-vis des internes, qu'ils aient des compétences émotionnelles, relationnelles et réflexives. De plus, on a fait le choix de les appeler patients enseignants, au départ par souci de symétrie avec les médecins enseignants, mais ça conduit aussi à la nécessité qu'ils aient certaines compétences. Et on a retenu celle de Boutet, à savoir un comportement éthique, une ouverture aux apports théoriques, une cohérence pédagogique et l'acceptation d'être questionné et de se questionner. Donc on recrute les personnes à partir d'entretiens qui permettent de vérifier ces différents éléments, mais on a aussi créé un comité de patients qui se réunit à côté du programme et qui fonctionne un peu comme un lieu de formation continue, et tout ça est travaillé à l'intérieur de ce comité de patients. Des recherches ont été menées pour documenter ce programme qui intègre des patients enseignants. Un des premiers objectifs a été d'évaluer l'acceptabilité de ce programme auprès de 2 promotions d'internes. Un questionnaire a été auto-administré par 2 de ces promotions. Le résultat principal est que les internes trouvent intéressants les apports des patients enseignants et qu'ils questionnent leur utilité pour leur pratique. Ce travail a fait l'objet d'une soumission à la revue Medical Teacher. Donc, pour répondre à cette question de l'utilité, nous avons mené une recherche qualitative par observation de situations pédagogiques
l'analyse des données a été faite de manière inductive et catégorielle pour caractériser l'apport des patients enseignants qu'on appellera perspective patient. Après avoir caractérisé cette perspective patient, il nous a semblé intéressant d'interroger la pertinence de cette perspective patient dans la formation des internes en médecine générale. Ce travail a fait l'objet d'une comparaison avec une déclinaison des compétences attendues des médecins généralistes à travers les descripteurs de Laurence Compagnon. Ces travaux ont été publiés dans Éducation, Santé, Société. Donc, qu'est-ce qu'enseignent les patients dans ces GPRI? Donc, au milieu, c'est ce qu'ils enseignent. Et puis, on a cherché s'il y avait un équivalent dans les descripteurs de compétences de Laurence Compagnon. Et à droite, c'est quand les patients apportent des précisions à ces descripteurs. Donc, pour ce qui est des premiers, les patients, comme Laurence Compagnon, disent à peu près la même chose. Les patients disent disent aux internes qu'il faut qu'ils aient une bonne proximité avec les patients. Laurence Compagnon dit la même chose quand elle dit qu'il faut entrer en relation avec le patient. Les patients disent qu'il faut veiller à l'intelligibilité des messages. Laurence Compagnon dit qu'il faut réfléchir à sa capacité communicationnelle. On est dans le même registre. Les patients disent qu'il faut donner du pouvoir d'agir via l'éducation. Laurence Compagnon dit qu'il faut accompagner le patient dans une démarche d'éducation à sa santé. Mais alors là, les patients apportent une petite précision. Ils disent aux internes, utilisez les demandes de dépistage pour faire de l'éducation. Ce que les internes oublient de faire, puisque, comme on l'a signalé tout à l'heure, les patients sont dans la réaction à ce qu'ils ressentent comme besoin éducatif des internes. Laurence Compagnon dit qu'il faut réfléchir à ce qu'un patient peut entendre, il faut faire la différence entre incertitude personnelle et incertitude professionnelle. Et elle dit encore plus loin, il faut clarifier les tensions entre enjeux individuels et collectifs de prévention pour rechercher l'adhésion du patient. Donc les patients, eux, font le lien entre ces trois idées, puisqu'ils disent les patients peuvent entendre les incertitudes personnelles et professionnelles et être sensibles à des contraintes médico-économiques. Laurence Compagnon dit qu'il faut faire volontiers appel à d'autres intervenants, et les patients disent oui, certes, mais essayez quand même le plus possible de privilégier l'éducation thérapeutique plutôt que de nous référer à d'autres intervenants. Laurence Compagnon dit qu'il faut collaborer à la continuité et à la coordination du maintien à domicile. Les patients disent oui, mais il faut aussi que vous connaissiez les ressources en santé, y compris associatives. Il faudrait que vous questionniez plus souvent certaines orientations vers l'hôpital. Et il ne faut pas se contenter de nous donner des adresses, mais il faut s'assurer de la disponibilité des soignants. Compagnon, elle dit il faut tenir compte des données et tenter de les intégrer dans une décision centrée patient. Là, pour les patients, eux, disent plutôt il faut appliquer la décision partagée. Et d'ailleurs, même appliquer la décision partagée, y compris sur le choix des situations elles-mêmes qui font l'objet de la décision partagée. Les patients disent qu'il faut considérer les proches comme des ressources. Compagnon dit qu'il faut chercher la collaboration et le soutien de l'entourage familial pour aider le patient. Donc on est dans la même idée. Elle dit qu'il faut posséder une approche centrée patient. Eux précisent qu'il faut prendre en compte les spécificités culturelles, respecter les choix individuels et réinterroger certaines classifications. Par exemple, l'âge de la vieillesse ou l'adolescence. Voilà, ils disent que ce n'est pas le même pour tout le monde. Il faut s'occuper du patient avec altruisme, honnêteté, dans le respect des règles déontologiques. Alors, les patients ne parlent pas du tout de règles déontologiques. En revanche, ils parlent très souvent du respect des droits des malades. Et ils disent aussi de faire attention aux stigmatisations ordinaires. Par exemple, ne pas parler de population normale, mais de parler de population générale. Et Compagnon dit qu'il faut prendre conscience du besoin d'acquisition permanente de nouvelles connaissances afin d'améliorer ses compétences. Et les patients attirent notre attention sur le fait que les internes manquent de connaissances au niveau des dernières lois les plus récentes de santé publique. Et enfin, les patients apportent un impensé de la formation médicale, qui est le fait de réconcilier les internes avec l'usage d'Internet par leurs patients. Donc, ce que les patients enseignent, c'est la qualité des soins telle qu'eux la conçoivent. Et on se rend compte que ça renforce
presque toutes, sinon toutes, les compétences des médecins généralistes et qu'il y a une vraie congruence pédagogique entre les apports des patients enseignants et les objectifs de la formation. Quand les descripteurs sont identiques, eh bien, cela permet de multiplier les sources de rétroaction, et ça, on sait que c'est utile aux apprentissages. Et en ce cas, les patients enseignants sont une ressource pédagogique au service des médecins enseignants. Et quand les descripteurs précisent les attentes des patients par rapport à la qualité des soins, eh bien, cela permet d'intégrer la perspective de ceux qui bénéficient des soins pour accroître les compétences des internes dans l'optimisation de la satisfaction des patients. Et on sait que des patients satisfaits recourent davantage aux soins. Donc le terme co-construction, il est dit dans la littérature qu'il est surtout à utiliser quand il y a des acteurs ensemble dont l'un est plutôt moins légitime que l'autre. Donc selon nous, il est à réserver aux professionnels de santé et aux usagers, parce que quand il n'y a que des professionnels de santé ensemble, eh bien, on parle d'interprofessionnalité, d'interdisciplinarité. Et pour pas que la voix des usagers soit étouffée, dans le cadre de la construction, contrairement à ce qui est de l'ordre de la simple participation, il faut que toutes les étapes de planification d'un projet soient co-construites. Donc dans le cadre de notre programme, la co-construction est effective parce que, on l'a entendu, les patients ont un rôle actif dans l'initiation du programme, dans les prises de décision, dans la conception des enseignements, dans les enseignements eux-mêmes, dans l'évaluation des internes, et y compris, ça on ne l'a pas dit, dans la dissémination des résultats, parce que très souvent, ce sont eux qui communiquent autour du programme. Il faut bien évidemment que la co-construction se réalise autour d'un objectif partagé, et on aura compris qu'il s'agit de l'amélioration de la qualité des soins. On vous remercie. Merci beaucoup. Voilà des questions sur cette autre illustration de la transversalité. Non, ça reste. Comment? Ah, j'avais peur. Oui, merci beaucoup, c'est impressionnant et je trouve que du coup Paris 13 doit être, enfin je pense très en avance, je trouve que c'est vraiment extraordinaire comme expérimentation, bravo. Je me posais la question, est-ce qu'il y a des moments où ils ont à gérer des contradictions entre ce que pourrait dire le médecin enseignant ou ce que pourrait dire le médecin patient par rapport à une sorte d'analyse de cas et du coup comment éventuellement la qualité des soins elle est débattue par rapport à ça? Donc là, vous avez vu les descripteurs, donc il n'y a pas vraiment de conflit à ce point-là. Néanmoins, la question que vous posez derrière votre question, qui est très intéressante, c'est cette articulation entre la qualité des soins telle qu'elle est conçue par les patients et la qualité des soins telle... Alors, c'est le sujet du moment, je vous dirais. Est-ce que l'un enrichit l'autre et comment ça se fertilise? On a des études quand même. Alors, elles tendent à plaider que c'est complémentaire et que c'est productif. Je pense à une étude publiée par la HAS sur 4500 malades coronariens qui montre qu'il y a un vrai lien entre la qualité des soins ressentis par les patients et le pronostic vital, donc la qualité des soins la plus... voilà, donc on a différents éléments. Je pourrais citer d'autres exemples. Par exemple, alors ce qui est moins fréquent en France, mais aux États-Unis, les patients utilisent beaucoup Internet et ils vont noter les services de soins, noter les docteurs, comme ça, voilà. Donc il y a eu des comparaisons entre ce qui notait là et ce qui était évalué par les institutions. Alors les critères sont parfois légèrement différents. En revanche, et puis beaucoup plus centrés sur des attentes qu'ont les patients, par exemple les coûts, le reste à charge, enfin des problématiques comme ça qui n'apparaissent pas dans les évaluations plus classiques. Néanmoins, la note
globale est la même. Donc finalement, les avis concordent. Et voilà. Donc on est plutôt en train de se dire, on a une plus large vision de cet objet qualité des soins. Et il est important d'élargir le regard. Bernard ? Oui, je souhaiterais savoir si dans votre recrutement de patients enseignants, il y a un lot important de représentants des usagers dans les établissements de soins, qui ont une autre mission, évidemment, puisque eux, ils contribuent à la qualité des soins en tant que représentants des usagers dans les instances des hôpitaux et cliniques dans lesquels ils sont désignés. Mais on peut imaginer qu'ils aient aussi, par l'expérience qu'ils acquièrent dans cette activité de représentants d'usagers, une vocation à participer à cette activité d'enseignement en tant que patient. Effectivement, ils ne sont pas surreprésentés. Donc on a 20 patients qui enseignent depuis 3 ans, 300 heures d'enseignement à peu près par an. Donc c'est quand même important. Ils sont très investis. Donc de mémoire rapidement, là je revois les profils. Je dirais qu'il y en a peut-être 2 qui sont représentants. Oui, 2. J'en oublie peut-être un 3e, mais voilà. Donc, mais le profil correspond tout à fait. Les autres étant soit membres actifs d'associations de malades, soit membres actifs de communautés virtuelles, puisque l'idée c'est qu'ils aient des savoirs expérientiels collectifs, qu'ils aient frotté leur histoire personnelle de la maladie à celle d'autres personnes, et c'est comme ça qu'on caractérise le recul sur soi qu'on attend d'eux. Oui, j'imagine que vous avez dû observer dans le déroulement de ce programme des tas de situations de coactivité entre les patients enseignants et les enseignants chercheurs. On peut imaginer qu'il y a eu des situations de coopération ou de collaboration, c'est-à-dire où ils poursuivent les mêmes buts, où ils sont en synchronisation dans l'activité même. Mais on peut aussi imaginer sur le principe que il n'y ait que de la coactivité sans forcément toujours de la coopération ou de la collaboration. Dans ces cas-là, est-ce que vous avez été amené à réguler ces activités, ces moments de coactivité, et les réguler par rapport à quels buts, des buts qui appartiennent aux uns ou aux autres, ou à des buts qui transcendent les uns et les autres? Je vais répondre, mais après, si tu as quelque chose à dire sur la question. Comment dire? Alors d'abord, ce qui est intéressant, c'est que nous, on est parti en disant on veut être très très symétrique, donc on va proposer cette co-animation, et on est parti vraiment, on a travaillé vraiment de cette manière, on a transposé, donc, et puis les médecins voulaient vraiment intégrer totalement les patients. Et en fait, il n'y a pas du tout eu cette envie de co-animer des patients, ils ne sont pas là pour ça. Ils viennent influer sur le système de soins à partir de besoins qu'ils ont repérés, s'adapter éventuellement en plus aux besoins éducatifs des internes qu'ils ont là, le tout dans une posture de bienveillance, mais l'animation n'était pas vraiment leur sujet. Donc, ils se sont pliés à des postures pédagogiques qu'on leur demandait, parce que, par exemple, dans le cadre de GEPRI, le médecin enseignant lui-même, il n'est pas dans une posture d'expert, donc le patient, il ne pouvait pas y avoir un conflit conceptuel de cet ordre-là. Donc, ils ont adopté, ils ont bien intégré ça, compris qu'ils questionnaient plus les internes pour travailler leur réflexivité, parce que c'était ce qui était recherché. Donc ça se passe très bien. Pour ensuite, ce que j'ai l'impression entre les interactions, je pense, ça prend un petit peu de temps, c'est-à-dire que pour que le patient devienne vraiment une ressource pédagogique pour le médecin, il faut qu'il y ait une reconnaissance mutuelle de ce que une reconnaissance de ce que le patient peut apporter. Donc maintenant, avec la recherche, c'est à peu près clair, et encore, on espère que si les internes s'approprient la perspective patient, elle va se déplacer puisqu'ils sont en réaction. Voilà, donc maintenant, on peut expliquer de manière claire dans une pédagogie beaucoup plus explicite, à la fois d'ailleurs aux médecins enseignants et aux internes, ce qu'apportent les patients. Voilà, et plus c'est clair pour eux, et plus il y a eu un peu de durée, plus le patient devient une ressource, il sait quand se tourner vers lui.
Voilà, pour certaines choses, mais ils ne pensent pas non plus à tout. Parce qu'il y a quand même une perspective unique qui s'exprime là. L'interaction, elle est aussi très spécifique de chaque binôme. Concernant les rôles, ils sont prédéfinis. On a chacun une fiche, on sait ce qu'on attend du médecin enseignant et ce qui est attendu du patient enseignant. Après, il y a une étape très importante qui est, en fait, on reçoit, entre guillemets, les convocations, c'est-à-dire notre prochain enseignement, 1 mois à l'avance. Et donc, on se met toujours en contact, le binôme se contacte avant. Ils relisent ensemble les préparations, mais ils font aussi connaissance. Quand c'est la première fois qu'ils agissent ensemble, ça se fait par différents moyens, soit ça se fait par Skype, soit par téléphone, soit il y a une rencontre physique juste avant l'enseignement, justement pour se connaître. Après, on a d'un côté et de l'autre une attitude bienveillante envers l'autre. Effectivement, on n'est pas là pour faire du clash, pour faire de la contradiction, même si dans les apports qu'on a pour nos internes, on est ouvert à des propositions différentes. On ne dit pas qu'il y a une solution. Il y a plusieurs solutions et à eux de juger en fonction de la situation laquelle leur semble leur plus appropriée. Pierre. Vous m'entendez? Oui. C'est une question sur justement les patients enseignants. Est-ce que vous nous avez dit qu'ils avaient un profil que vous aviez repéré, et comme si c'était quelque chose de naturel entre guillemets, mais est-ce qu'ils ont suivi une formation? Quel encadrement ils ont derrière et comment on les forme eux aussi à prendre les relations avec des médecins en formation ou des soignants en formation? Alors, sont des patients assez engagés dans le système de santé pour certains. C'est les patients. Alors, on a tenu à ce que ce soit quand même des voix authentiques, parce que ça y avait ces recommandations dans la littérature qui s'expriment. Donc, ils sont recrutés par les patients coordonnateurs, ces personnes de l'université qui s'en chargent. Les critères ont été identifiés au fur et à mesure. Au départ, quelques critères par les patients coordonnateurs, et c'est ensuite, après plusieurs mois d'activité, que les patients enseignants se sont rassemblés. Alors là, sous la guidance d'un chercheur, on les a fait travailler sur... Maintenant que vous avez de l'expérience, décrivez-nous quelles sont les compétences nécessaires pour faire votre activité, en utilisant d'ailleurs la méthode du SOSI pour ceux qui la connaissent. Donc c'est comme ça qu'on arrive aujourd'hui au profil qu'on vous présente, mais qui vient vraiment d'eux-mêmes. Donc il y a eu une grille d'entretien qui a ensuite été réalisée à partir de ces compétences qui avaient été définies. On ne questionne pas trop comment eux ont développé déjà les compétences qu'on attend en amont. Par contre, comme je vous disais, il y a cet endroit qu'on appelle comité des patients, mais qui est vraiment un lieu de formation continue à côté. Alors là, c'est à la fois, ils vont réfléchir collectivement aux besoins pédagogiques qu'ils détectent au fur et à mesure, ils vont réfléchir à l'acceptabilité de leurs propositions pour les internes, parce que certaines de leurs propositions, par contre, heurtent les internes. Pour donner un exemple, les patients étaient d'abord eux-mêmes très heurtés par beaucoup d'internes qui parlaient de leurs patients en disant personnalité de type hystérique, manipulatrice. Voilà, et les patients réagissaient avec leur tripes en essayant de dire mais est-ce que vous le connaissez bien pour dire ça comme ça de manière aussi figée? Est-ce qu'il a eu un diagnostic? Par un psychiatre? Et c'était très très conflictuel les premiers cours sur ce sujet. Et puis entre eux, ils ont réfléchi et puis ils se sont dit notre nouvelle proposition, ça va être dire ce jour-là, elle était colérique, hystérique, manipulatrice. Et là, ils se sentaient plus gênés par ça. Et les internes, de leur côté, ça leur allait aussi quand ils avaient besoin de faire état de ça, quand ils présentaient l'analyse de situation. Dernière information, Olivia. Non, mais je continuais sur le comité de patients. Ils peuvent aussi se positionner sur des questions vives. Et sinon, moi, je peux repérer aussi, quand je faisais les observations, qu'il y avait des manques de certains par rapport à certains apports, et puis leur montrer et les entraîner du coup à ce que ce soit plus systématique, par exemple. Merci beaucoup. Nous allons interrompre. Voilà.
Alors nous avons eu 4 intervenants, je crois, passionnés et passionnants sur la transversalité. Et effectivement, on les remercie chaleureusement. Oui, non, juste, qu'est-ce qui nous pousse à s'intéresser à un arbitre et à dire, tiens, ça peut intéresser la médecine d'urgence? Qu'est-ce qui nous pousse à s'intéresser à l'autre collègue pour travailler ensemble? Qu'est-ce qui nous pousse à former ensemble? Moi, je ferai des liens avec l'intervention de notre collègue Nagel sur le pouvoir d'agir. Je pense que fondamentalement, ce sont aussi des formes d'expression d'un pouvoir d'agir collectif. Là où il y a finalement cloisonnement, clivage, etc. Et c'est pour ça que c'est pas facile à implanter. Dieu sait que cette expérience de patient enseignant à Paris 13, ça a été long à implanter, mais comme c'est long chez Florence, l'interprofessionnalité, et comme c'est pas toujours évident cognitivement de comprendre à quoi sert d'analyser un arbitre quand je suis un futur éducateur ou un futur soignant, c'est parce que finalement ce sont des formes d'expression de désobéissance. Voilà. Finalement, fondamentalement, pour moi, ce sont des expressions d'une manière de désobéir à des normes qui parfois nous contraignent trop. J'avais envie de dire ça. Donc, du coup, je vais faire le lien avec l'Assemblée Générale, parce que peut-être que le pouvoir d'agir des CESU passe par l'en-CESU. Donc, nous avons à ce moment-là l'Assemblée Générale. Et pour ceux qui ne pourraient absolument pas être présents, n'oubliez pas de faire vos procurations au stand chez les secrétaires. Merci et restez ici dans cette salle pour l'Assemblée Générale. Bravo.